Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le jeudi 9 octobre, il est 17h05 et eh bien, les indices calent un peu tous sous des plafonds de verre. Merci à toutes et à tous de liker, de partager ce contenu comme vous êtes nombreux à le faire. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur nos comptes Twitter respectifs. Une fin de semaine avec des indices qui calent un petit peu de façon assez légitime, hein, des indices américains qui sont sur des tops. On va entamer la semaine prochaine la saison trimestrielle des publications d'entreprise, donc un peu d'attentisme au moins sur des sommets pour l'instant sur les indices américains. En Europe, c'est assez mitigé. On a des plafonds de verre sur le CAC 40, sur l'Eurostoxx. Sur le DAX, c'est en revanche un peu mieux. On passe un gros niveau. On va aller voir ça dans un instant. Reste que tout ça se fait avec un intérêt qui est plutôt moyen. On a eu un peu de spéculation tout au long de la semaine, des contre-pieds plutôt techniques. On peut pas dire qu'on ait un intérêt très fort directionnel pour l'instant. En tout cas, on n'a pas de pression baissière quand on regarde l'état des positions ouvertes. En termes de ratio put-call, on est quand même très optimiste sur l'Eurostoxx. On est à l'équilibre sur le CAC 40, même un peu prudent. Le stress du début de semaine a été évidemment le terrain pour les opérateurs pour se couvrir, mais ça fait longtemps que le CAC 40 est un peu déserté, donc on limite les mouvements de baisse. Il n'y a pas de surprise majeure, même si le contexte reste compliqué et lourd pour l'instant. Sur les indices américains, on reste toujours en zone d'optimisme depuis quelques temps, et puis on voit que la volatilité, le VIX, joue les contre-pieds, il y a un peu de spéculation contre des niveaux techniques, encore une fois, alors qu'on entame une saison de publication qui va être particulièrement importante. Côté macro, on a pas mal de rendez-vous à venir la semaine prochaine. Ce sera basé surtout sous le signe de l'inflation, avec dès mardi l'indice d'inflation en Allemagne. Mercredi, ce sera celle de l'indice des prix à la consommation en France, toujours le chiffre d'inflation. Et puis, on aura des chiffres d'inflation à Wall Street importants, l'indice PCE, l'indice des prix à la consommation core. Donc, et puis, les ventes au détail suivront jeudi, de même que les prix à la production. Donc, et puis vendredi, inflation en Europe. Donc, chiffre d'inflation tout au long de la semaine prochaine, ce sera les rendez-vous principaux en termes macroéconomiques. Bien sûr, côté micro, c'est là où ça va commencer sérieusement la semaine prochaine. On a eu PepsiCo et Delta Airlines qui ont publié au-delà du consensus aujourd'hui. Et puis à partir de mardi, on aura le début des publications des bancaires à Wall Street avec JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock et Citigroup pour commencer la semaine de façon intense. On aura aussi Bank of America, Morgan Stanley qui publieront mercredi. Et puis c'est jeudi, on se tournera plutôt du côté de l'Europe avec EssilorLuxottica, Danone et Pernod Ricard. Puis j'ai un doute quant à la journée de publication de LVMH, mais qui publiera la semaine prochaine. Donc des éléments qui vont être intéressants en termes de calendrier, et on va voir un peu les enjeux graphiques et techniques tout de suite dans ce contexte. Alors vous avez à l'écran le graphique du S&P en journalier. On a indiqué ce plafond de verre à 6750 points. C'est là où les opérateurs pensaient avoir voir le bout du chemin sur les marchés dérivés, et puis le travail qui a été fait depuis maintenant quelques séances contre ce niveau, depuis le vendredi 3 octobre, avec le test de ce niveau et des petits rejets systématiques contre ce niveau, et puis une accélération haussière qui a tenté de déborder ce niveau, une ouverture en hausse au-delà aujourd'hui, et on constate que on n'arrive pas à aller plus loin pour l'instant. Alors, ce travail de plusieurs jours a permis de décaler un tout petit peu le plafond de verre. Il était à 6750, on n'avait plus d'intérêt au-dessus. 6750 étant placé ici, et le plafond suivant maintenant, c'est 6800 points. Donc, on a un peu d'intérêt qui s'est créé pour aller rallier, pourquoi pas, au maximum cette zone-là. On n'a pas d'intérêt particulièrement au-dessus. Alors, comme je vous l'indiquais, si ça passe le niveau de 6750 et que ça surprend les opérateurs, il y a un décalage puissant qui se fait à la hausse. Comme le travail s'est fait sur plusieurs jours, on n'accélère pas, mais on a quand même tenté et formé un nouveau plus haut historique sur le S&P à 6764 points avant de réintégrer le niveau. Donc il y a une grosse bagarre sur ce niveau-là pour l'instant, qui est moins puissante que je le pensais, puisqu'encore une fois, on a été décalé un peu ce plafond de verre sur le S&P. Reste que, encore une fois, de façon légitime, les opérateurs sont un peu dans l'attentisme avant le début de la saison des publications. Le premier niveau important, c'est 6740, on est collé dessus, 6739 à l'instant. Le premier niveau d'alerte intraday, c'est 6715. En dessous, le gros niveau, c'est 6643. C'est là où on pourrait commencer à placer l'alerte de court terme, parce qu'on pourrait avoir des baisses un petit peu plus marquées en direction du bas du range, 6481, 6740, c'est toujours le même enjeu.
Si on réussit à se réinstaller au-delà de 6740, à moyen long terme, la cible, c'est la duplication du range 6480 à 6740 pour aller chercher 7001. Je ne suis pas sûr qu'on ait le momentum tout de suite pour le faire, mais sait-on jamais, les indices se montrent puissants pour l'instant, il n'y a vraiment pas de retracement. On le voit d'ailleurs sur les bougies récentes, hein. On a quand même eu plusieurs signaux de fragilité récemment, hein. On a quand même eu cette étoile filante, ce pendu, avalement baissier, et bien contre le jour suivant, on réussit à aller former un nouveau plus haut symbolique et à repartir un peu de l'avant. Donc un peu toujours beaucoup de force dans ces indices. Attention quand même à des contre-pieds et un intérêt qui commence à devenir un peu modeste et un optimisme qui est assez fort, et surtout on est en haut de marché encore une fois avant la saison des publications. Du côté du Nasdaq, on a un peu le même genre de configuration. On s'accroche, hein, à la borne haute du canal haussier de long terme, hein. Je remets en mensuel le Nasdaq qui avait été donc testé cette oblique plusieurs fois, buté dessus au mois d'août, débordé finalement en septembre, mais quand on regarde en hebdomadaire et en journalier, on voit que c'est le niveau autour duquel on s'articule pour l'instant, testé au cours des 3 dernières semaines. Et puis cette semaine, on tente de passer au-dessus en hebdomadaire, mais regardez l'enjeu en journalier, c'est vraiment assez propre. On a buté dessus lundi et mardi, tenter de le déborder mercredi, et puis aujourd'hui on s'articule autour, donc vraiment des niveaux charnières. Si 25 136 est un nouveau niveau de résistance important avec 25 190 comme résistance majeure suivante. Ensuite, on a 25 442 et pourquoi pas 25 966 si on arrive à préserver 24 970. Donc c'est un peu en balance, attention, encore une fois, de la spéculation, des mouvements de contre-pied qui peuvent se produire et des petits signaux de fragilité, hein. Pareil, on a ici un pendu, et des signes d'indécision avec cette toupie ici. C'est moins flagrant que sur le S&P en termes de signes de prise de bénéfice, mais on voit quand même qu'on ouvre partie haute et qu'on rebaisse depuis quelques séances, même s'il y a eu encore une fois ce contre-pied aussi au cours de la séance d'hier. Donc un peu de spéculation autour de ces niveaux charnières. Attention, sous 24 970, on pourrait réaccélérer à la baisse avec en mire 24 756, 24 504, et puis la zone du bas du range 23 970. Ça ne serait qu'une pause dans un mouvement haussier. Les premières inquiétudes pourraient arriver sous 23 970, on en est loin. Ça laisse largement de quoi consolider pour le Nasdaq pour l'instant, ou latéraliser avant. On va voir comment on s'articule dans cette plage de prix. Si on regarde le VIX et la volatilité, eh bien, on fait le yo-yo, hein. Je cherche des niveaux d'intérêt. On avait cette oblique haussière et face à cette oblique baissière. Alors, j'ai supprimé la mauvaise. On avait testé donc ce niveau, tentative d'accélération haussière sur la volatilité, rebaisse hier. On est vraiment entre deux eaux. On voit qu'il y a pas mal de fébrilité sur la volatilité. Tant qu'on est entre 15,92 et 18,06, il n'y a pas de signe d'alerte majeur. Attention, si on revenait dépasser les plus hauts, on a quand même des extensions qui pourraient mener entre 22 et 23,35. Pour l'instant, il n'y a rien de très ferme et très clair, encore une fois, sur la volatilité. Ça se compresse avant la saison des publications. Du côté de l'Eurostoxx, je vous indiquais ce plafond de verre, il n'a pas changé, c'est 5700 points. Ça semble être le bout du chemin pour, en termes d'intérêt sur les marchés dérivés sur l'Eurostoxx. Donc, prudence contre ces niveaux de résistance. Pour l'instant, encore une fois, là, on n'a pas créé d'intérêt complémentaire au-delà, mais on n'a pas encore atteint non plus ce niveau. On voit qu'on patine après une accélération haussière qui a été intéressante. On est toujours au-delà de ce gap, qui est vraiment le premier niveau de retournement et de risque de consolidation. Tant qu'on préserve 5623, eh bien, on a des chances d'aller chercher cette extension en direction de 5700 points. Du côté du DAX, c'est un peu différent. C'est un peu le seul indice qu'on regarde ensemble régulièrement qui, pour l'instant, donne du mieux. Le DAX, hein, on rappelle qu'il évoluait dans un range 23 376, 24 470. Or, il sait qu'il n'avait pas réussi à déborder en clôture hebdomadaire depuis le mois de juin dernier, hein. C'était vraiment un plafond de verre qu'on avait testé plusieurs fois, mais jamais débordé. Pour cette semaine, eh bien, on a l'air de vouloir s'installer au-dessus. La semaine n'est pas terminée et le DAX est repassé au-dessus, franchement, pour l'instant. Alors, on l'a débordé hier assez puissamment.
avec du volume en hausse en plus, mais on voit qu'aujourd'hui, on a cette bougie d'indécision, ce doji, qui laisse quand même des doutes quant à la poursuite et à la possibilité d'atteindre les cibles suivantes, 24 818. Si en revanche on arrive à se réinstaller au-delà de 24 470, la cible suivante, hein, c'est la duplication du range précédent au sein duquel on était bloqué depuis le mois de juin, donc 23 376, 24 470, qui donnerait 25 590 comme cible idéale. Donc tant qu'on est au-dessus, c'est probablement le scénario qu'on peut envisager. Sur l'indice CAC 40, je vous avais indiqué donc du mieux, et puis cette stabilisation au-delà de 7935, ce trou d'air en début de semaine, et puis cette vague de Wolf possible avec la vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, 4 de baisse à nouveau, et le passage au-dessus de l'oblique 1-3 qui donnait un risque baissier. On voit que, je supprime quelques traits pour rendre plus lisible le graphique. On voit qu'on a testé ce niveau, réaccéléré à la baisse, donc on avait validé cette vague de Wolf avec en mire l'oblique 1,4 ici, donc des niveaux situés aux alentours de 7400 points. Et puis, eh bien, on a rebondi pas mal et on est allé tester à nouveau cette oblique. Et regardez, pour la séance, en tout cas, on est en train de buter contre ce niveau-là aussi. Or, en termes d'intérêt, 8100 semble, pareil, être le bout du chemin pour l'indice CAC 40. Ça se confirme aujourd'hui avec une tentative symbolique de plus haut à 8109 et un retour assez net en dessous, le CAC 40 qui était positif et qui repasse un peu dans le rouge. Donc, on n'a pas un momentum très fort sur les marchés, de l'hésitation. Et donc, tant qu'on est sous ce niveau-là, la vague de Wolf reste valable et des risques d'extension baissier sont possibles. Alors, si on repasse au-delà de cette zone 8074, 8100, qu'on arrive à se réinstaller au-dessus, bien on invalide la vague de Wolf. Et dans ces cas-là, on peut aller chercher les cibles 8259, 8323, pourquoi pas, qui sont les cibles idéales de la congestion précédente. Tant qu'on est en dessous, on a un risque baissier qui serait validé. Et là, donc, pour moi, le niveau d'alerte réel est 7935. Donc, neutralité entre 7935 et 8100, c'est ce qu'il faut retenir pour l'instant pour l'indice CAC 40. Si on va regarder le futur graphique en 14 heures, les niveaux qu'on a indiqués fonctionnent assez bien. On a fait symboliquement un plus haut au-delà de ce 8089, mais on a un rejet qui est pour l'instant à surveiller. Là, on n'a pas validé la vague de Wolf. Il faudrait repasser sous cette oblique formée par les tops du 24 juillet et du 20 août pour déclencher la vague de Wolf et donc donner une alerte baissière. Donc le niveau se situe, pour l'instant on est au-dessus, à 8048 points pour la séance du vendredi 10 octobre. 8035 points pour la séance du 10 octobre. Donc attention, au retour sous ce niveau, 7984 comme premier gros support, et puis après, un risque d'accélération sous 7918 en direction de la cible baissière qui est située un peu en deçà de 7374 points. Donc configuration un peu équivalente, mais si on veut voir les choses d'un angle un peu plus positif, c'est peut-être du côté du futur qu'il faut regarder pour se dire que le CAC 40 va sortir par le haut de cette zone de congestion. Alors, on a quelques valeurs et titres intéressants à regarder. Parmi les grosses capitalisations que je voulais vous montrer, on a Alstom sur l'indice CAC 40. Alstom, que je vous affiche tout de suite. Graphique mensuel pour commencer. On était au sein de cette grande compression. On tente d'en sortir par le haut. Ce n'est pas un mouvement très puissant, mais encore une fois, dans un marché qui est compliqué, c'est un mouvement qui est intéressant à surveiller. On ne sort pas avec des volumes très forts non plus, mais il y a quand même du mieux sur Alstom qui sort de cette compression, qui passe au-delà de 22,32. Donc la zone 18,50, 22,32 tente d'être débordé pour aller chercher des extensions à 26, 28,02 et réactiver du mieux sur du moyen et long terme pour Alstom. ArcelorMittal, qu'on suit régulièrement ensemble, a atteint une première cible, c'était 34,20 en hebdomadaire. Je vous rappelle que la première cible du débordement de 29,34, c'est 39,68. Une grosse accélération haussière sur fond de news flow favorable au secteur hier. Quand on se positionne en journalier, on voit qu'on est au-delà de 34,20. On a eu cette accélération haussière, donc 39,68 en mire. Maintenant, on rappelle qu'à long terme, c'est un gros mouvement qui s'est mis en place avec une cible qui est située entre 52 et 54, donc plutôt pas mal, même si on a une petite pause à court terme. Kering arrive sur une grosse zone cible, la zone cible suivante. Alors, je pensais que la première zone cible serait 275, qu'on marquerait une pause contre ce niveau, 275,60, le titre l'a débordé, s'est réappuyé dessus, est parti chercher la cible suivante, et je vous rappelle que la cible de long terme, c'est 411, c'est le pied du biseau, puisque
Kering s'inscrivait au sein d'un grand biseau baissier, et c'est le pied de ce biseau. Le pied, c'est 411,40. Donc, pour du long terme, on peut envisager ces niveaux-là. Maintenant, au début de la saison de publication, la zone 307, 317,50 semble difficile à déborder, et c'est pour ça qu'on voit le titre former une petite pause dans cette zone de prix. On a donc un peu de rejet à la tentative de débordement de 317,50. Donc là, une grosse zone 307, 317,50 avec bien des petits niveaux intermédiaires. Tant qu'on est au-delà de 275,60, il n'y a aucun problème. 266, 275,60, ça reste un mouvement aussi qui a été assez puissant sur le titre, évidemment, récemment, mais je voulais faire cette mise à jour. LVMH, je vous indiquais une possible vague de Wolf aussi, vague 1, 2, 3, 4, qui aurait été formée ici, et on avait testé l'oblique, et on a réaccéléré à la hausse. Reste que, regardez, l'accélération du jour se forme à la hausse, et on est en train de former peut-être une couverture en nuage noir en journalier contre un très gros niveau de résistance sur LVMH. Donc à court terme, un peu de prudence à mon sens. Si on repasse sous la zone 543-539, on risque de valider cette vague de Wolf et d'aller chercher une cible située aux alentours de 471, 470. Donc, prudence et couverture en nuage noir. On ouvre plus haut que la bougie précédente et on va peut-être clôturer plus bas que la médiane de cette bougie. Donc, attention, on voit qu'en plus, le niveau atteint par LVMH quand on se positionne en mensuel est un niveau clé. C'est l'oblique haussière qui avait été systématiquement préservée de mars 2021 jusqu'à sa rupture en avril dernier. Donc, niveau clé, niveau de retournement de tendance de long terme pour LVMH, et peut-être donc un peu d'attentisme contre ce niveau-là, ou un peu de prise de bénéfice aussi. Donc, prudence dans cette structure pour ce titre. Je voulais vous montrer parmi quelques petites capitalisations Pierre et Vacances. On en parle de temps en temps, c'est un peu lent à se mettre en place, mais on a eu une séquence de haussière assez significative, puisque avec des volumes importants, assez nettement supérieurs à la moyenne. Quand on dézoome sur Pierre et Vacances, graphique que vous avez ici, en mensuel, en hebdomadaire, pardon, eh bien, on a cette zone de prix qui est testée ici, ce niveau de 1,674 qui est testé. Donc, s'était installé en dessous, on a rebondi et pas mal de volatilité autour. Mais encore une fois, si cette figure veut bien se mettre en place, on devrait aller rallier un mouvement de taille équivalent pour aller chercher un petit décalage avec cette flèche-là que je supprime, 2,07, et puis pourquoi pas des extensions en direction de 2,22. Donc peut-être du mieux pour un titre qui accumule en partie haute, même si l'accélération ne se met pas en place, mais on a des volumes qui sont quand même assez significatifs, qui sont à surveiller. Un autre titre qui se comporte pas mal parmi les plus petites capitalisations que tout à l'heure, c'est Vetoquinol. Vetoquinol, on compresse, on s'installe en partie haute de cette grande zone de congestion. Je suis en hebdomadaire. Si on zoome en mensuel, voilà, on voit ce grand range 60, on dézoome en mensuel, 69, 80, 82, 60. C'est le plafond de verre à déborder. Si on sort de cette zone, mais la cible suivante, c'est 95, 50. Et on est au-delà de la médiane. On s'installe pour l'instant au-delà de cette médiane. Donc, du mieux. Et puis des volumes qui ont été aussi intéressants il y a quelques temps. Donc, à regarder au sein de ce triangle symétrique aussi, qui indique une compression, cette ligne de tendance haussière de très long terme systématiquement préservée, et puis ce plafond de verre à 82,60, s'il saute, c'est donc 95,50. On a Claranova qui réagit sur des niveaux de support importants. Regardez Claranova, on l'a évoqué ensemble depuis longtemps, une structure de long terme qui se construit aussi pour le titre. On a testé ce niveau de 1,2260 deux fois en octobre 2023, puis en décembre 2024, on avait rebondi puissamment, buté contre cet oblique, et on arrive à tracer un canal haussier. Or, on vient de se rappuyer sur la borne basse du canal, on n'est pas allé rechercher le niveau de support à 1,2260, et on réagit de façon assez significative, avec des volumes qui sont en hausse sur Claranova. Donc, pourquoi pas un retour sur la borne haute du canal, ça donnerait des niveaux aux alentours de 3,32. Ça, c'est du moyen long terme, peut-être pour le titre. On voit cette réaction en hebdomadaire qui est intéressante, avec des bougies d'indécision et puis un mouvement haussier qui a l'air de se mettre en place. Et quand on regarde en journalier, on a une petite structure, alors qui donne des mouvements peut-être moins importants à court terme, mais cette petite structure de retournement avec sortie haussière, petite consolidation et nouvelle accélération. Si on duplique cette zone, eh bien, on peut aller chercher des cibles à 2,02 dans un premier temps et déborder ce niveau de support à 1,95, donc peut-être du mieux du côté de Claranova. Pour un pari un peu spéculatif, on a Maison du Monde qui est en train de tenter de réagir sur une grande oblique de long terme. Je vais dézoomer
en hebdomadaire. Voilà, un Maison du Monde qui s'inscrivait au sein d'un biseau baissier, sortie haussière. On s'est réappuyé sur la borne basse du biseau, on accélère un peu à la hausse. C'est quand on zoome en journalier qu'on voit les premiers éléments d'une structure de retournement, pourquoi pas, avec cet arrondi ou cette tasse et anse. On a débordé le niveau de 15 255 en gap aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir le momentum pour poursuivre? Tant qu'on est au-delà de 255, on a des chances d'aller chercher 2,645. C'est vraiment une recovery pour un titre qui revient de très loin, donc attention, un peu de prudence sur Maison du Monde. Emeis, on l'a évoqué ensemble plusieurs fois. Emeis, que je vous montre ici en hebdomadaire, cette large structure de retournement potentiel en épaule, tête-épaule inversée, eh bien l'accumulation se fait autour et de la ligne de coup, et on tente de déborder cette ligne de coup. Aujourd'hui, ce niveau de 15-10, qui est un niveau charnière, si on duplique la figure par le haut, c'est un gros potentiel aussi pour Emeis, qui revient de très loin, très grosse recovery aussi, donc attention, prudence, beaucoup de volatilité sur le titre. Du côté des ETF qui ont bien fonctionné récemment, on a les ETF asiatiques, le PAEJ, donc cet ETF qui a réactivé un mouvement haussier, donc Asie ex-Japon, donc on travaille de façon plus large avec de la Corée, Taïwan et de la Chine dans ce panier de valeurs, mais tant qu'on est au-delà de 19,98, la cible 24,17, et le mouvement ne se dément pas pour l'instant, même si encore une fois il peut y avoir un peu de volatilité et de prise de bénéfices à court terme. Notre ETF ASI, je vous disais, attention, des petits replis possibles, pourquoi pas un throwback, mais tant qu'on est au-delà de 106,80, ça reste haussier et c'est plutôt assez fort. Un ETF qui revient, qui reprend du poil de la bête depuis quelques temps, et d'ailleurs dont on commence à reparler, on en avait évoqué ensemble il y a 3 semaines, un mois déjà, c'est le Lyxor ETF LEM, on l'avait évoqué donc au mois de juillet. Août, au débordement de ce niveau de 13,29, Lyxor Emerging Markets, donc les marchés émergents, c'est un gros panier de valeurs sur les marchés émergents, et regardez, le parcours haussier se poursuit, on forme des plus hauts chaque jour, et on a en mire ce niveau de 16,15, donc un moyen d'arbitrer de façon intéressante, pourquoi pas avec ce LEM. Et puis un dernier secteur qui se porte bien, qu'on avait évoqué ensemble il y a quelques temps aussi, je ne m'attendais pas à un mouvement haussier aussi rapide, mais les énergies renouvelables, regardez, cet ETF Amundi New Energy, donc le code est NRG, et donc la sortie de ce grand range 24, 34, 28, 60, qui donne déjà un mouvement assez intéressant. On a déjà atteint manifestement la cible ou proche, on est proche de la prochaine cible idéale qui se situe à 32,88. Mais si on veut être un peu plus optimiste sur le secteur dont le parcours haussier ne se dément pas, on peut prendre l'extension baissière et donc aller chercher des cibles un peu plus hautes qui correspondent en plus à des niveaux de résistance clés sur cet ETF. Donc des valeurs sur les énergies renouvelables, NRG, avec des niveaux à 36, 34. Donc un parcours intéressant. On voit des titres comme Voltalia, par exemple, qui réagissent bien. Est-ce que ça va être la bonne pour Voltalia, qui est toujours assez volatile, qui réagit sur ce niveau de support régulièrement de 6,72, repaye, rebaisse. Et là, eh bien, on a une nouvelle réaction assez intéressante sur Voltalia à long terme, avec encore une fois des arbitrages et des allers-retours. Il faut vraiment passer 9,25 en clôture hebdomadaire pour pouvoir considérer qu'on va aller chercher la borne haute du range et réactiver quelque chose. Mais ça fait partie peut-être des dynamiques et des valeurs qui peuvent intéresser les opérateurs dans les mois qui viennent. Et puis, j'oubliais comme ETF, l'ETF COMO, COMO, qui forme des plus hauts chaque jour aussi. Ce panier de matières premières qui est composé de métaux, de gaz, de pétrole, et qui donc permet d'avoir un arbitrage intéressant. Ouverture en gap cette semaine et le mouvement ne se dément pas. On est quand même en hausse sur cet ETF sur la semaine de 3,43%. C'est un mouvement de fond et d'autant plus que ça se produit à la veille de la publication de chiffres d'inflation. Donc attention, prudence et un arbitrage qui est toujours intéressant. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. Merci à toutes et à tous de nous suivre régulièrement et on va voir l'évolution des marchés la semaine prochaine en fonction de la saison des publications d'entreprise.